Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines. Avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Aude Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Plus, le site du Nouvel Obs, et une habituée de LPCN. À vos côtés, Olivier Tesquet. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialisé plutôt dans les réseaux sociaux et tout ce qui est Internet. Hashtag Euromaïdan, alors que l'Ukraine sombre chaque jour un peu plus dans la violence en opposant au président Yanukovych et forces de l'ordre, la bataille se livre également sur le web. Photos surréalistes du chaos, vidéos, live en streaming, témoignages en direct et tempêtes de tweets. Retour sur la bataille de l'info et l'activisme sur les réseaux sociaux. Olivier Tesquet, on l'a vu depuis les printemps arabes, mais même les événements en Iran, plus loin que ça, que bien évidemment Internet et les réseaux sociaux jouaient un rôle central dans les mobilisations. Et dès novembre, en fait, les opposants au président à Kiev ont joué à plein cette carte. Oui, alors. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a déjà retrouvés dans d'autres mouvements de ce type-là, et notamment parce que des leçons qu'on apprend comme ça au fur et à mesure. Et comme on est dans un phénomène presque de guérilla, ou de guerre urbaine en tout cas, on a aussi des modes de communication qui s'adaptent à ça. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des images filmées par des drones, telles qu'on a pu les voir pendant Occupy Wall Street, qui est peut-être finalement le schéma qui se rapproche le plus de ce qu'on se voit à Kiev, avec la violence en moins quand même. Et effectivement, c'est un moyen de sortir les images de cette façon-là. Alors avec cette difficulté en Ukraine quand même, que le pouvoir a verrouillé ça d'une manière assez inquiétante, puisqu'on a eu notamment cette information qui était sortie juste avant Noël, je crois, d'un message qui avait été envoyé à tous les manifestants, ou qu'ils avaient reçu sur leur téléphone, donc un texto où on disait « Nous savons que vous participez à un événement interdit, finalement ». Une façon de dire quand même, si vous voulez sortir des informations, on vous verra le faire. Et c'est ça qui caractérise d'ailleurs tous ces mouvements, à la fois, vous parliez tout à l'heure de l'Iran, c'est qu'on a l'impression que plus le pouvoir essaye de verrouiller l'information, plus le pouvoir essaye de mettre la pression sur les citoyens, plus certains, alors ça va être un petit nombre, mais qui va redoubler de vigueur pour essayer de faire passer des images. Parce que qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Ça chauffe depuis le mois de novembre, il y a quelques articles qui sortent régulièrement, mais qui ne rencontrent pas un succès fulgurant, il ne faut pas se mentir, auprès du lectorat. Et là, tout d'un coup, c'est du coup les citoyens qui produisent eux-mêmes leur information, en fait. Ils sont acteurs et témoins et relais de leur propre actualité. Donc ils prennent quelque part le relais. Alors ils ne sont pas journalistes, il ne faut pas s'y méprendre, et les journalistes ont encore heureusement un rôle à jouer, mais en tout cas, c'est eux les premiers vecteurs d'images et de photos et vidéos. Et Olivier, vous disiez que le pouvoir essayait donc de contrôler quand même l'information, mais les opposants aussi ont des techniques de militantisme très fortes et de limite de hacking, puisqu'ils ont un site dédié avec des tweets pré-rédigés à envoyer aux leaders du monde entier, enfin aux personnes d'influence. Ça va de Justin Bieber à la star de CNN. C'est un jeu du chat et de la souris, et c'est aussi pour ça que je parlais des leçons qui sont apprises au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à mesure que les gouvernements mettent en place des mesures coercitives pour essayer de contrôler ces mouvements-là, les opposants et les manifestants qui sont en face trouvent des parades et trouvent des moyens effectivement de contourner cette censure-là. Ce qu'on retient quand même des manifestations et des affrontements en Ukraine, c'est les photos de l'AFP, c'est les photos des photographes professionnels qui sont très esthétisantes, et c'est aussi pour ça que c'est perturbant. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de fuite en avant comme ça, où des activistes vont essayer de trouver des parades, et les drones qu'on a vus comme ça un peu vrombir dans le ciel de Kiev était un bon exemple de ça. Et donc sur le pouvoir des images et notamment des photos, Aude, c'est vrai que les photos qu'on voit sur les événements à Kiev sont absolument incroyables. Il y a presque une esthétique de la guerre, c'est perturbant et ça joue sur l'émotion. C'est ça, et quand c'est intéressant, parce que quand il y a 3 jours, les photos ont commencé à se multiplier sur Twitter, l'adjectif qui revenait régulièrement, c'était « cette photo est magnifique ». Et du coup, c'est assez paradoxal de se dire une photo de guerre où il y a des morts,
est magnifique. Et en même temps, c'est ça aussi qui suscite l'intérêt du public. On en revient à la fameuse loi du mort kilométrique. Plus un événement est loin de chez nous, moins on va s'y intéresser. Vous allez plus être touché par une petite mamie qui s'est volé son sac dans la rue à côté de chez vous que par 100 morts à 10 000 kilomètres. Et du coup, cet événement, finalement, on s'y intéresse enfin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des photos, parce qu'il y a des vidéos et parce qu'elles touchent et que tout d'un coup, surtout, c'est incarné. Maintenant, aujourd'hui, on a des histoires de gens, en plus on a des histoires qui sont extrêmement touchantes, comme cette jeune femme qui a tweeté quasiment en direct qu'elle était en train de mourir. Alors, son avenir est un peu incertain. Elle a été blessée, donc elle a tweeté qu'elle était en train de mourir. C'est une figure qu'on retrouve dans quasiment tous les mouvements de ce type-là. D'accord. Si on prend l'Iran en 2009, une jeune fille qui s'appelait Neda, qui avait été tuée, elle pour le coup. Et il y avait une vidéo YouTube qui avait circulé et qui avait été partagée des centaines de milliers de fois. Et donc le bruit médiatique était monté de cette façon-là. Elle était devenue l'emblème des manifestations contre Mahmoud Ahmadinejad à l'époque. Et là, effectivement, cette jeune infirmière volontaire qui a tweeter sa mort qui n'en était pas une en direct. Oui, mais c'est quand même étrange d'être blessé au cou et d'avoir le réflexe de tweeter « je suis en train de mourir » quand même. Oui, parce qu'on est effectivement dans un schéma de guerre de l'information, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement physique sur la place. Il y a des jets de cocktails Molotov, des tirs à balles réelles, et puis il y a aussi cette lutte sur les réseaux pour faire sortir l'information, et parce qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, quand quelqu'un est touché par une balle, il a envie, finalement, paradoxalement, de le faire savoir. C'est même une guerre, au-delà de l'information, c'est une guerre de communication, parce que, du coup, cette jeune femme, effectivement, elle a tweeté « je suis en train de mourir », et il y a eu un flou autour de ça, et c'est pour ça, là, où tout l'intérêt où le rôle du journaliste devient essentiel quand il y a une profusion comme ça de diffusion d'informations, c'est que effectivement il y a de la matière. Les citoyens fournissent de la matière et ça c'est absolument fabuleux grâce à Facebook, grâce à Twitter. Le problème c'est justement de ne pas se laisser déborder par l'unique émotion et par les uniques témoignages parce que ça nécessite de la vérification et il faut bien voir que d'un côté on a les pro-européens, les pro-russes qui eux se livrent une guerre de communication et le journaliste est là pour en faire une information, pour la prédigérer quelque part par le citoyen. Comment séparer le bon grain de l'ivraie? Parce que c'est quand même pas simple face à... La vérification est très difficile. Là encore, c'est quelque chose qu'on a connu pendant le printemps arabe, c'est-à-dire que là, on va avoir des images d'affrontements. Parfois, on a des images aériennes. On ne sait pas à quel moment ont été filmées les vidéos, ou à quel moment ont été prises les photos. C'est extrêmement difficile. Et en plus, vient se greffer une autre problématique qui est un peu spécifique à l'Ukraine, c'est qu'il y a beaucoup d'images, notamment des images sans commentaires, qui sont fournies par Russia Today. Ne pas oublier que Russia Today est quand même la chaîne financée par le Kremlin, et que dans ces conditions-là, derrière, il y a on va dire, des articulations géopolitiques qui sont un peu complexes, et il faut aussi prendre ça en compte, et on revient à cette guerre de l'information, guerre de la communication. Ça devient de plus en plus difficile de faire sortir l'information et de la vérifier, ou en tout cas, on ne se retrouve pas avec de l'information de première main, et c'est une difficulté qu'on retrouve à peu près dans tout ce... En conclusion, alors est-ce que le net supplante en fait les chaînes d'infos en continu dans ce type d'événement? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il les complète, c'est-à-dire que on ne peut pas se passer du travail des journalistes professionnels, on ne peut pas se passer du travail des photographes dans ce type de situation. Ça complète et d'autant plus qu'aujourd'hui, alors après, ça peut aussi interférer parce qu'on voit que sur Internet, il y a plusieurs lives en direct où on peut voir la place Maïdan en streaming. Mais du coup, si vous voulez, quelque part sur Internet, on a le côté très instantané, quasi éphémère, et sur les chaînes d'infos, voilà, c'est les journalistes qui vont en raconter. Donc d'un côté, on a les citoyens qui sont épaulés par les journalistes. Qui vont raconter des images parfois. Ah bah, il peut y avoir du sous-titrage image, ça bien sûr, c'est jamais évident. C'est aussi la limite du tout direct et du flux où voilà, on a une profusion d'images et il faut savoir quoi dire par-dessus. Autre sujet dans l'actualité cette semaine, voter, c'est tweeter en vrai. C'est l'un des drôles de slogans de la campagne lancée par le gouvernement pour lutter contre l'abstention chez les jeunes aux prochaines municipales. Une campagne qui reprend les codes des réseaux sociaux avec le mot-clé « Oui, je vote » quand Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault veulent nous faire liker ces élections municipales. Olivier, ça vous a plu, ça vous plaît cette campagne? Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, je trouve ça d'une bêtise absolue en fait. Parce que, alors on avait déjà eu les beat strips du ministère de l'Intérieur. Ces espèces de petites BD qu'on partageait sur Facebook qui étaient personnalisables, donc pour l'inscription sur les listes électorales. Là où je trouve qu'ils ont franchi une étape supplémentaire, et où c'est une étape qui n'est pas très fine et voire même un peu dangereuse, c'est que donc à travers les slogans qu'ils ont choisis, où ils font en fait une
une analogie entre un like ou un tweet et un vote. Il contribue à alimenter cette idée selon laquelle... c'est un peu ce que j'appelle la jurisprudence bijoutier de Nice, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'un like ou un tweet a une valeur de vote et que ce serait la même métrique. Or, c'est pas du tout le cas, on l'a quand même vu. L'affaire du bijoutier de Nice a précisément été là pour qu'on établisse ce distinguo, et je trouve que l'alimenter de la part des pouvoirs publics n'est pas la chose la plus fine à faire pour encourager... Finalement, ça se retourne... ça pourrait tout à fait ça contredit l'objectif, c'est-à-dire aller faire voter les jeunes. C'est une dévalorisation de ce qu'est une élection et de ce que doit être une élection. Moi, je trouve qu'au moins, ça a le mérite d'exister. Et ils ont pris un risque, et ils ont pris le risque, alors il faut le relativiser, mais de s'être emparés pour une fois des codes du web. Après, effectivement, là où je rejoins Olivier, c'est plutôt où dans le fond, on sent qu'ils ne maîtrisent pas tout, parce qu'effectivement, ça dévalorise un peu ce qu'est une élection. Mais déjà, on en parle, ne serait-ce qu'on en parle ici. Le fait qu'on en cause, finalement, c'est déjà sensibiliser les jeunes Il y a eu du débat sur les réseaux sociaux, et c'est jamais évident d'inciter à voter, parce que finalement, la première raison pour laquelle on va voter, alors on va souvent dire, c'est parce que le débat politique est intéressant, etc. Mais quand on regarde ce qui a vraiment marché, les vraies incitations au vote, si on se souvient pour les précédentes élections présidentielles en 2007, c'est quand Jamel Debbouze et toute sa bande étaient venus sur le devant de la scène, avaient dit bon, maintenant les jeunes, vous êtes gentils, mais vous allez voter. Donc il y avait une vraie incarnation, et les people, pour ça, les acteurs, et on le voit aux États-Unis, ils ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Donc comment est-ce qu'on fait pour communiquer, pour inciter ? C'est un sujet qui est quand même pas du tout sexy. Donc je me dis, ils ont pris le risque. Peut-être que c'est pas parfait, mais au moins ils y sont allés. En même temps, c'est plus difficile de mobiliser pour des élections municipales que pour la présidentielle. On sait que les jeunes, par exemple, en 2008, ils ont été 40% à se rendre aux urnes aux municipales. Donc, est-ce que ça n'a pas une vertu quand même de... Le fait qu'ils aient choisi de le faire sur les municipales n'est pas anodin, parce qu'on sait que c'est là où les taux d'abstention sont considérables. Après, je suis un peu dubitatif sur la méthode. Je comprends où veut en venir Aude, et je suis pas totalement en désaccord avec ça. Et c'est vrai que le simple fait d'engager le débat sur cette question-là est déjà une victoire en soi, ou peut être considéré comme une victoire en soi. Après, je trouve que ce serait bien quand même de baliser un peu le sujet autour pour justement rappeler que non, un like ou un tweet, c'est pas un vote. On verra en tous les cas l'impact. En tous les cas, il faut aller voter les 23 et 30 mars prochains. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors, vous êtes avinée ce matin? Non, je suis sobre moi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais vous parler d'un jeu stupide, comme il y en a parfois dans cette grande cour de récré qu'est Facebook. Un jeu d'alcool qui consiste à filmer sa cuite en accéléré, la poster sur le réseau social et inviter 3 de ses amis à en faire de même dans les 24 heures. Une mode qui s'appelle Neck Nomination. Neck your drink, en anglais, ça veut dire boire cul sec. Et nomination, eh bien, c'est parce qu'on nomme des gens. Alors je vous rassure, je ne suis pas venue vous faire un cours d'anglais, mais vous dire que du pire du net peut aussi venir le meilleur si jamais on se donne la peine de changer les règles du jeu. Et c'est ce qu'a fait Julien Voinzon. Ce jeune Bordelais avait été nommé par un ami pour continuer la chaîne de la cuite en ligne, si on peut dire. Mais lui, il a décidé d'en faire autre chose, Caroline. Et donc, il a lancé le jeu Smart Nomination. C'est ça. Et au lieu de s'enivrer, il donne à manger et à boire à des SDF avant de demander à 3 de ses amis d'en faire autant dans les 24 heures. Alors la vidéo où il offre 10 hamburgers et 2 bouteilles d'eau a été visionnée plus de 800 000 fois en une semaine. Ses amis ont joué le jeu en donnant de l'argent, un repas ou encore des vêtements. Et la chaîne de solidarité s'est répandue à toute la France. Julien reçoit des Smart Nominations de Grenoble, Toulouse, Agen, Orléans et des messages de soutien du monde entier. Il y consacre une page Facebook, suivie par près de 12 000 personnes déjà. Le Bordelais fait en ce moment la tournée des médias pour parler de son initiative. Et comme je suis moi aussi devant une caméra, je vais en profiter, Caroline. Je vais faire moi aussi une Smart Nomination. Je vais vous faire un bisou, voilà, c'est une bonne action comme une autre. Sur la joue, je reste très sobre. Et comme vous êtes 3, ça tombe bien. Je vous nomme Aude, Caroline et Olivier. Vous avez 24 heures pour faire un truc sympa. C'est gratuit, c'est cadeau. Bravo Lise. Alors ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire alors comme bonne action? C'est comme ça déjà cette histoire? Déjà, on va faire pouce en l'air. Qu'est-ce qu'on va faire comme bonne action? Ils vont peut-être y réfléchir 2 secondes pour faire un truc... Un truc viral. Ouais, un truc viral, ouais. Merci à tous les 3. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD. Et puis j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine. Ce soir, sur Public Sénat,
À 22 h, Bibliothèque Médicis.